Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Mathilde et Adam de Seina. Bonjour à tous les deux. Salut Serge. Coucou. Comment ça va? Super content d'être avec toi. C'est un honneur. Ça faisait trop longtemps qu'on attendait ça. C'est vrai. Quoi, ça va faire un an là que je vous avais pas vu? Quasiment, ouais. En 280 mots, comment vous présenteriez? Matina Razafi Maïfa, 22 ans. J'ai monté ma boîte à 19 ans et j'ai fait mes études à la Sorbonne, que j'ai pas terminé parce que j'ai lancé ma boîte. La boîte c'est Seina et on est la première plateforme africaine d'EdTech de crowdsourcing. On va revenir là-dessus, on va revenir sur Seina. Et toi Adam, qui es-tu? Adam, du coup, 29 ans, bientôt 30. Je commence à avoir plein de cheveux gris. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 14 ans. De passion, je suis entrepreneur et psychologue. De profession, j'ai été conseiller pour les hommes politiques et les chefs d'État. Et enseignant en université, dans plusieurs universités prestigieuses, moins prestigieuses, inconnues au bataillon. Et j'ai rejoint l'aventure Seina en tant que COO pour permettre de structurer en interne la scalabilité vers l'Afrique. Mais du coup, c'est quoi Seina? Seina, c'est la première plateforme de aide job tech. On est sur l'éducation des personnes qui veulent apprendre un métier lié à l'IT, donc développeur front-end, développeur back-end, DevOps, testeur, etc. Où ils choisissent un parcours de formation du niveau 0 au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est Internet jusqu'à mettre un site en ligne sur l'architecture du client avec une partie catalogue où on peut apprendre un peu tout ce qu'on veut avec des méthodes pédagogiques du coup issues de la psychologie cognitive et comportementale. D'une autre part, on a une plateforme qui permet de faire travailler tout ce petit monde-là qui ont appris plein de belles choses sur des micro-tâches. Donc, une tâche égale plus ou moins une heure qui sont en fait des fonctionnalités de dev sur des plateformes ou des applications mobiles, etc., des logiciels. Et on permet du coup à des milliers de personnes, on espère des millions un jour, de travailler sur une tâche. Ils la font, on la valide, on la rend au client et ils sont payés immédiatement pour ça. Mais comment vous formez vos étudiants? J'avais développé une méthodologie d'apprentissage qui finalement s'est avérée complètement inutile dans le cadre d'une digitalisation des cours en ligne, mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Ma méthodologie tout d'abord et après comment on fait chez Seina. Je mettais en place en fait une stratégie en plusieurs étapes. La première étape étant le chaos, avoir des informations éparses et qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres pour pouvoir créer des biais cognitifs et permettre aux étudiants de se connecter entre eux sur ce qu'ils ne comprennent pas ou s'ils comprennent. Ça permet de créer des groupes. À ce moment-là, en fait, on établit des rôles dans le groupe. Donc, il y a toujours un ambassadeur qui va avoir le droit d'aller voir d'autres ambassadeurs d'autres groupes, sachant que les autres personnes qui sont dans le groupe n'ont pas le droit d'aller discuter avec les autres groupes, ce qui crée une frustration extrême et une envie d'apprentissage qui est grandissante. Sachant que de la contrainte naît la créativité, donc vous imaginez bien que les étudiants ont soif d'apprendre à partir du moment où on leur met plein de contraintes en phase 2, à la suite de quoi, en fait, on va spécialiser chaque groupe de travail. Si je prends par exemple le marketing, on va faire du marketing digital, du marketing physique, etc., etc. Pour qu'après, en fait, les ambassadeurs aillent récolter l'information auprès des autres ambassadeurs sur le travail effectué. Donc, on passe sur des cours qui sont dans l'ultra spécialisation assez rapidement, pour qu'en fin de journée ou sur un cursus habituel de 3-4 jours, on arrive à avoir des étudiants qui comprennent la quasi-intégralité de la matière enseignée. Comme ça, ils peuvent aller fouiller et creuser leurs connaissances de leur côté. Et on leur demande d'établir un PowerPoint, un dossier, une vidéo, un podcast parfois, pour restituer tout ça de manière efficace. Comme ça, ils ont un document de travail, un document de synthèse à la fin des cours. Donc évidemment, dans le milieu digital, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on a dû développer du coup des méthodes qui sont un peu plus accessibles. Donc on fait une fonctionnalité à apprendre en dev ou une sous-partie et l'étudiant apprend partie par partie, la pratique immédiatement à l'aide de vidéos, à l'aide d'exercices, à l'aide de quiz, à l'aide de ressources et à l'aide de ressources également extérieures. Parce qu'évidemment, Internet est gorgé d'informations. Pas oublier ça, quoi. Donc, on leur permet d'avoir de la curation d'informations pour qu'ils aillent chercher dans ce contenu-là. Donc, qui peuvent débloquer, en fait, à partir du moment où ils ont validé une étape. Tu vas me demander, mais quelle est la différence, du coup, avec tout ce qui existe, les MOOC, les machins, etc.
La réponse est simple, on est sur de la pratique, de la micro-pratique. Donc c'est du learning by doing, si on veut mettre un peu d'anglicisme. C'est du micro-learning by micro-doing même. Et à la fin, on se retrouve avec des étudiants qui sont formés à faire des micro-tâches et des micro-projets qui finalement, en alliant les forces, se transforment en un très gros projet, quoi. En fait, l'idée, c'est d'aider les développeurs à se spécialiser sur quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, un tiers des développeurs sont juniors, qui ont fait des parcours type 3 mois, 6 mois ou 9 mois en reconversion professionnelle. Mais c'est pas du tout ce qu'attend le marché du travail, malheureusement. Les entreprises ont beaucoup de déceptions sur ces types de profils-là. Et en fait, on a vu que la force en fait des développeurs et des écoles qui réussissaient, en tout cas en Afrique, ou qui réussissent plus ou moins, c'est la capacité à délivrer des cours qui permet aux étudiants de se spécialiser au maximum et du coup d'être les seuls en fait à pouvoir faire quelque chose en particulier. Donc par exemple, être spécialisé dans les API, c'est quelque chose qui est très recherché et avoir quelqu'un qui sait faire hyper bien les API, ça permet de gagner du temps de fou, quoi. Donc on va dire qu'on est plus dans cette démarche-là de spécialisation et pas de généralisation. Du coup, tous vos étudiants travaillent pour des entreprises ? Aujourd'hui, sur 200 personnes qu'on a formées à peu près, pour ceux qui sont pas en formation, ils ont tous trouvé du boulot, donc soit via nous, soit ils sont freelance, soit ils travaillent dans notre factory, parce que donc on a développé donc tout ce qui est en micro-tâches. Avant d'être des micro-tâches sur une plateforme, c'était une factory, en fait, on développait des produits pour des entreprises. Et là, on a permis à une trentaine de personnes de devenir freelance, de se formaliser, d'être bancarisés, d'être des entreprises formelles pour eux, de trouver du boulot et de gagner de l'argent. Et sinon, ils ont tous trouvé via des corpos ou en freelance, de leur côté. On va parler de vous un peu. À quel moment vous avez flippé ? Je flippe tous les jours, pour tout et pour rien, parce que déjà, moi, je suis de nature hyper stressée. Donc voilà, je flippe beaucoup. Et depuis que Adam, il est arrivé aussi, je flippe beaucoup moins. Mais j'étais un peu le pompier pyromane. Donc en fait, j'éteignais des feux que j'allumais moi-même, donc j'avais peur par mes propres faiblesses et mes propres bêtises. Ouais, la dernière fois que j'ai flippé, c'est pas tous les jours. On va dire que j'arrive à garder un peu le sang-froid dans pas mal de situations. En tout cas, là où on est en ce moment, c'est à Madagascar, du coup. Donc, pour vous faire un peu le topo, 4e pays le plus pauvre du monde, ou 5e d'ailleurs, ça dépend des classements. On est dans un univers qui est très, très hostile, autant sur le plan économique, social que politique. Du coup, on a des gros flips à chaque chose qui se passe, qui semble inhabituel. Imaginons une tête nouvelle qui rentre dans le bureau. Tu comprends pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc on se pose des questions et il s'avère souvent que c'est des mauvaises nouvelles, quoi. Faut aimer régler des problèmes. Donc ça, c'est de manière générale avec l'entrepreneuriat, n'est-ce pas ? Mais là, c'est le niveau suprême. C'est-à-dire c'est le niveau BDSM de l'entrepreneuriat, tu vois. Je pense que une fois que tu as entrepris à Madagascar, tu peux aller n'importe où dans le monde et te sentir vraiment à l'aise, voire ne plus être choqué du tout du moindre souci qui peut se passer. Tu viens de donner le titre de mon podcast, je pense, pour cet épisode-là. Entreprendre à Madagascar, c'est le BDSM. Le BDSM de l'entrepreneuriat. J'aime bien. Titre. Et en fait, moi, en rejoignant l'aventure Saina, je m'aperçois que Mathilde, c'est une personne extraordinaire qui arrive à faire de l'entrepreneuriat dans une situation qu'on n'espère pas, en fait, quand on démarre, parce que c'est sa première boîte. Ma première boîte, j'étais pas comme ça, quoi. J'avais pas autant de difficultés. Garder la tête sur les épaules, dans ces cas-là, c'est un peu difficile en comparaison à un entrepreneur, start-upper parisien qui envoie des strass et paillettes et qui connaît son petit écosystème et qui sait jouer du LinkedIn en faisant des publications non bullshit, mais bullshit quand même. On est très très loin de tout ça. Là, on est dans le dur, on est dans le concret, on est dans un univers où le moindre faux pas peut te faire fermer la boîte, quoi. Et là, quand tu as des salariés, là pour l'instant on a une dizaine de salariés, un peu plus, des gens en freelance autour de nous, des investisseurs, des business angels, des étudiants. Donc, il y a 250 étudiants qui sont passés par Saina. Là, tu te dis, en fait, au moindre pépin, il y a tout qui ferme, quoi. Pas le choix de se protéger, du coup. Pas le choix également d'être très prudent. Là où, par exemple, quand j'ai entrepris en France ou ailleurs, la prudence était pas au même niveau. C'est-à-dire que moi, ça me dérangeait pas d'employer 3 personnes et de voir ce que ça allait faire et de se dire, bon, je prends pas un risque démesuré non plus. Quand on est en Afrique, employer quelqu'un, c'est prendre un risque démesuré immédiatement
parce que la personne, on n'a pas de track record, on sait pas d'où elle vient, on sait pas d'où elle sort. Elle peut te dire qu'elle a des diplômes, elle peut te dire qu'elle a bossé à droite à gauche, on sait pas du tout d'où elle vient. Du coup, il faut la tester sur le terrain, et sur le terrain, il y a des camouflages, il y a des mensonges, il y a voilà, pour une personne travaillant en Afrique de manière générale, je mets pas tous les Africains dans le même panier, mais pour avoir bossé dans 5-6 pays en Afrique, ce qui revenait régulièrement, c'était oui, je sais faire le travail, pas de problème. Le temps que je peux prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire, et si j'ai un peu de chance, je me fais pas gauler, quoi. Le risque, il n'est pas financier. En fait, il est surtout humain, en fait, avec la personne. Tu sais pas si ce qu'elle dit, c'est la vérité ou pas, en fait. Et tu peux faire rentrer un loup chez toi et tu seras pas au courant. Et du coup, entreprendre à Madagascar, c'était un souhait que tu avais depuis longtemps? J'ai rencontré Ada un startup week-end sur Madagascar à Paris, il y a 3 ans. J'ai vraiment adoré. J'ai pas lancé ce que j'avais fait au startup week-end avec l'équipe que j'avais à ce moment-là. J'ai lancé autre chose, mais je me suis dit, moi, je suis prête à aller à Mada. Vas-y, c'est cool, en fait, on va voir. En fait, j'aurais jamais pensé que ça prendrait une telle ampleur. Big up à tous les gens de Startup Weekend, si vous nous écoutez. Non, j'aurais jamais cru que ça allait prendre cette ampleur-là, que j'allais arrêter mes études, que... Non, j'aurais jamais pensé, quoi. Donc, on va dire, entreprendre à Madagascar, c'était un peu... C'est un peu la voie après le Startup Weekend que j'avais fait. Et maintenant, aujourd'hui, avec plus de recul, 3 ans après, j'ai envie d'entreprendre pas que à Madagascar, ailleurs, en fait. Et l'idée de Signal, t'es arrivé comment? Moi, je voulais faire ça depuis que j'ai 15 ans, en fait. Parce que ma maman, elle avait monté une école d'informatique à Mada en 2002. L'écosystème était trop jeune. Enfin, c'était financé par la Banque mondiale, mais l'écosystème local était trop jeune. Les entreprises, elles n'étaient pas prêtes à payer 30% de plus à un développeur parce qu'il avait des compétences et une certification. Ils ont accusé ma mère de participer à la fuite des cerveaux parce que personne voulait des développeurs. Donc, ils ont mis leur CV en ligne et ils se sont fait chasser dans le monde entier. Et donc, elle a dit, moi, j'ai donné 3 ans de ma life. Vous m'avez tout saoulé. Je vais m'occuper de mes enfants maintenant et j'arrête tout ça. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu, en fait, aider mon pays, entre guillemets. Et pour moi, aider mon pays, c'était l'éducation. Et pour moi, l'éducation, c'était pas l'éducation traditionnelle. On va à l'école comme en France ou l'école républicaine. C'est plus, on peut apprendre par soi-même grâce à Internet. Et donc, mon rêve, c'était un endroit avec Internet et des gens qui peuvent apprendre des métiers comme ça sur Internet. Bon, après, il y a eu beaucoup d'évolutions sur comment on a fait, mais l'idée, elle est vraiment partie de là, en fait. Comment on fait pour rendre l'éducation accessible à beaucoup de personnes. Vous en pensez quoi en ce moment de l'éducation dans les écoles supérieures? C'est un sale business, hein. C'est un sale business. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des moutons, quoi. Des moutons zombies, même. C'est-à-dire que tu es un gamin, t'apprends dès ta tendre enfance qu'il faut bien fermer ta gueule et écouter la divine parole qui t'est donnée en face de toi. Tu es noté en plus sur ta capacité d'écoute et de restitution. Donc tu gobes et tu recraches, voire même tu vomis parce que t'en peux plus, quoi. Tu veux juste passer ces examens, ces épreuves-là qui te font pas finalement avoir des réflexions outre mesure. Ça te permet pas de grandir en tant que personne. Et quand tu regardes un petit peu l'arrière-boutique, pour le coup, vu que j'ai été prof, j'ai pu accéder à tout ça. C'est du business, donc recrutement des étudiants par n'importe quel moyen, sans niveler leur capacité d'apprentissage ni par le haut ni par le bas. On comprend rien. Donc on se retrouve avec des classes qui ont été recrutées avec 80% des élèves qui ne devraient juste pas être là. Il y a certaines écoles, évidemment, qui se détachent du lot parce que elles ont 30, 40, 50 ans d'expérience dans les pattes, qu'elles arrivent à sélectionner quel type de profil elles veulent, quel type d'enseignement elles veulent, quel type de professeur, avec quel type de compétences, avec des fiches bien faites, bien remplies, etc., etc. Mais même dans ces écoles-là, on s'aperçoit en fait que c'est pas assez lié au marché, c'est pas assez lié à la vraie vie. Enfin là, je suis désolé, hein, quand je paye 9 000 à 12 000, à 15 000 euros, à 20 000 euros, à 40 000 euros mon école, tu t'aperçois en fait que l'école, elle sert pas à grand chose, mis à part avoir du réseau, être dans les bons papiers de ceci ou de cela, ou d'avoir le tonton de ton copain avec qui t'as fait l'exposé, ou finalement t'as pas vraiment fait l'exposé, t'es juste mis une murge un jour avant, et bon, t'es quand même bien noté parce que t'as une bonne gueule. Donc on s'aperçoit en fait que c'est juste une loupe de notre société actuelle, hein. Ferme-la, mange ce qu'on a à te donner à manger, et donne-nous de la thune, quoi. Pour moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Adam.
pour donner un contexte, je suis pur produit de l'école française républicaine. Mes parents, ils sont saignés quand j'étais plus jeune à payer l'école privée à Madagascar française. Ensuite, j'ai fait sport-études, donc école privée, ça coûtait hyper cher. À la fin de sport-études au lycée, je suis rentrée au lycée public. Et là, en fait, moi, j'étais choquée par le fait que ce soit gratuit. Et en fait, pour moi, c'est ça un peu l'école républicaine française, même si elle est critiquable à plein d'égards. Ce que je reproche à l'école supérieure en France, en étant pur produit de l'école républicaine française, je me suis dit, jamais de la vie, j'irai dans une école de commerce et jamais j'ai envie de payer pour apprendre. C'est pas... Et c'est pour ça que j'avais monté Saina au début, c'était de me dire, il faut que l'éducation soit accessible. Pour moi, aujourd'hui, l'école supérieure, elle coûte beaucoup trop cher. C'est vraiment un business, en fait. Alors que c'est quand même quelque chose qui est censé être noble à la base. C'était censé... Où va l'argent, quoi? Où va l'argent? Les profs, ils sont pas payés outre mesure. Un prof à la Sorbonne, il est payé que dalle, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a la question de la rémunération des intervenants et des professeurs, mais au-delà de ça, en fait, les cours... Moi, jamais de la vie, je me vois payer 10 000 à 15 000 euros. T'as même pas commencé ta vie que t'es déjà endetté, en fait. Je sais plus, il y avait un entrepreneur aux États-Unis qui donnait des bourses. Il te donnait 100 000 $ et t'entreprenais à la place de faire des études. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. J'entends que construire une école, ce soit pas facile. Je crache pas sur toutes ces écoles supérieures, je comprends que ce soit difficile, mais il faut être honnête avec les étudiants qui rentrent chez soi. Et la deuxième chose, c'est que on est censé être là pour les rendre indépendants et autonomes, en fait, pour les apprendre à réfléchir et leur apprendre à faire des décisions. Et c'est pas nous qui allons faire les choix à leur place. On peut juste leur dire, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de volonté de leur rendre autonomes, quoi. Ils sont tous là à apprendre, recracher. Et moi, j'étais comme ça, en fait. Et je pense que ce modèle-là d'école, il est plus possible. Et c'est pour ça que je suis hyper contente et fière de monter une école, parce que je peux faire, entre guillemets, l'école à mon image, quoi. Je veux qu'elle ressemble à ce que je veux et on peut la construire, la façonner comme ça, quoi. Mais après, un gros merci à la République française de nous avoir permis d'avoir un système éducatif quand même qui est solide. Critiquable à bien des égards. Jusqu'à bac au moins, quoi. Mais après, le système de fac, on se retrouve dans le pétrin, on sait plus où donner de la tête. Les aides, pour ceux qui sont boursiers, etc., ça s'arrête à l'âge de 22 ans. 21, 22. Mais sans compter l'orientation en plus, tu te retrouves dans des filières, tu sais même pas pourquoi t'es là, en fait. Les fameuses filières poubelles. Il y a des filières qui incroyable. N'ont aucune débouchée, mais elles existent encore parce que c'est beau, c'est pour l'image de la France. Il y a un truc qui est hyper important là-dedans, c'est que qu'en est-il en fait de la connaissance ? Et qu'en est-il de l'avenir qu'on donne aux gens, quoi ? En termes de connaissances, on se retrouve avec des youtubeurs de 14 ans qui t'apprennent la vie. Alors que ton professeur en a 50 et il te rabâche un PPT où il y a marqué 2009 dessus. Donc tu te demandes pourquoi on est là, quoi. Être assis aujourd'hui 8 heures dans une journée, je trouve vraiment pas ça normal dans la vie qu'on essaie de mener, quoi. Dans les habitudes de consommation, dans notre façon de bouger, de réfléchir et vers la dynamique dans laquelle on devrait être, en fait. Même dans les entreprises maintenant qui sont un petit peu plus évoluées que les entreprises classiques, ils sont pas assis 8 heures par jour à attendre les informations, quoi. Donc c'est vraiment ce côté-là de robotisation que j'aime pas du tout de l'humain. Mais surtout, ce qu'on attend de l'école, c'est qu'elle nous donne un avenir à la base. Je trouve ça, on va dire, mesquin même, de garder des filières qui n'ont aucune utilité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner un souffle à cette nouvelle génération qui sait plus où elle est. Et en plus, on vit dans un monde... t'as l'impression que c'est un film américain, quoi. Genre, il nous manque juste les aliens qui débarquent et qui commencent à brûler des trucs. Non, mais au-delà des filières poubelles et de ce que dit Adam, qui est très vrai, c'est qu'en fait, il faut donner du sens dans les études qu'on choisit, en fait. C'est-à-dire que même si nous, on accepte des gens dans le développement informatique, on fait quand même attention à la carrière, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment on peut les accompagner dans leur projet de vie. Parce que sinon, on n'est pas juste là pour prendre leur argent. Et je pense que nous, par rapport au positionnement du côté prix, nous, on a fait ce choix de dire que on peut pas être gratuit parce qu'on n'est pas en France, on n'a pas les aides. Par contre, on peut se dire qu'on met des prix accessibles, que tout le monde peut se payer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait en sorte que ce soit pas un produit, que l'éducation ne soit pas un produit de luxe, en fait, qu'il soit accessible à tous. Et dans ces formations-là, on fait vraiment en sorte que la personne, en fait, trouve son chemin de vie. Et que si au bout de 2 semaines, la personne nous dit, écoutez, les gars, c'est pas ce que je veux faire, on lui dit qu'on est heureux d'avoir fait un bout de chemin avec toi. Mais si on n'est pas honnête, qu'on est juste là pour prendre leur argent, ce que font beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est mentir aux étudiants et c'est pas du tout la philosophie que nous on a en tout cas de l'école, quoi. Elle est où la limite du business dans l'éducation ? La simple réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, c'est un truc qui m'a donné des sueurs froides pendant des années. Moi je l'ai encore. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et qu'est-ce qui te plaît ? Mais j'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Et laissez-moi tranquille avec cette question, elle est
horrible. Donc en gros, nous, on demande aux étudiants qui arrivent, futurs étudiants qui arrivent chez nous, on demande mais comment tu t'imagines toi plus tard ? C'est qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton rêve ? La réponse à 80%, c'est gagner de la thune. Ou être à Madagascar, c'est être entrepreneur quand même. Ou être entrepreneur, à Madagascar, c'est être à mon compte et gagner de la thune. Donc en gros, pourquoi pas, tout simplement, en tant qu'école, voire même en tant que gouvernement, hein, on peut aller un peu plus loin, dire bon, voici les métiers d'avenir des 20, 30, 40, 50 prochaines années. Voici les besoins du territoire, en quelque sorte. Et voici les écoles qui sont habilitées à répondre à ce besoin-là. Pourquoi pas dire une aide de l'État pour toutes les filières qui sont utiles à la nation, à la société. Ça pourrait être une belle idée. Et aujourd'hui, chez Saina, c'est ça qui est marrant. On sait que le domaine informatique, c'est un domaine qui est à la fois présent, voire même passé depuis une vingtaine d'années, mais qui commence à avoir de plus en plus de possibilités et de personnes qui vont être dans ce secteur-là. On parle quand même de 19 millions de personnes qui vont manquer d'ici 2030. C'est pas rien, hein, de dev. Donc on sait qu'on est sur une voie d'avenir. Déjà, ça, au lieu de faire des estampilles grande école du numérique, fierté de la nation, bravo la France, pourquoi pas dire on sait qu'on en a besoin réellement, même limite s'engager à mettre des certifications encore plus difficiles, encore plus dures que ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir assurer tout ça. Et je pense aussi que ce qui fait que y a pas d'adéquation entre les écoles et le marché du travail, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont fait 3 mois, 6 mois, 12 mois de formation en dev et en fait derrière ils sont pas opérationnels parce qu'il a pas fait beaucoup de projets, parce que X, Y raison. Et au final, la personne elle est pas du tout prête pour le marché du travail, alors qu'on lui a vendu que tu serais prêt pour le marché du travail en fait. Je pense qu'il faut être honnête là-dessus avec les étudiants et réfléchir toujours comment on fait pour être plus proche du marché du travail. Et nous c'est ce qu'on a fait en fait via notre factory. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Le prochain invité que vous me conseillerez pour Flip? Moi, je te conseillerais Emmanuel Kotsuanis, parce que c'est l'un de mes mentors. Il dirige un fonds d'investissement à Madagascar. Il a été entrepreneur en France, à Paris, pendant près d'une dizaine d'années, je crois. Il a fait les premiers chefs à domicile avec le dîner d'Héloïse. C'est vraiment un gars top qui va te donner une autre vision de Madagascar que nous, qui a plutôt une vision un peu tristoun. Ou c'est lui que je te conseillerais. Je te conseillerais pas une personne... ad nominem, quoi, genre je te donnerai pas de nom, mais j'aimerais beaucoup entendre un vieux de la vieille, quoi, ou une vieille de la vieille, une personne qui a fini, qui a passé tout ça et qui maintenant fait peut-être de l'associatif ou qui est Penara Hawaii, ou qui est peut-être avec son petit cocktail au bord de la piscine à Hawaï. En fait, en vivant le parcours entrepreneurial, on commence avec des rêves dans la tête, plein de rêves. Après, on se retrouve percuté contre le mur de la réalité. Et il y a une énorme partie de l'aventure qui consiste à péter ce mur, ou à le dépasser, ou à créer une échelle, ou à faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut dépasser cet obstacle-là, ou ces obstacles-là. Parfois, c'est une rangée de murs de 8 mètres de profondeur. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Ça, c'est une vraie question de vie. Qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on a donné sa vie en tant qu'entrepreneur à essayer de changer les choses autour de soi ? Qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Ça serait... je serais hyper curieux d'entendre ça chez toi. Si vous deviez recommencer à zéro, quelle formation vous feriez ? Je pense que je serais beaucoup plus dans les clous, peut-être, que ce que j'ai été. Pas simplement avoir le 20 sur 20 et être content et avoir les félicitations, mais m'insérer dans des cercles qui te permettent d'avoir des vraies études. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait. Il y a un vrai gap entre je suis la personne lambda, voire le gars de cité qui a envie de réussir dans sa vie parce que j'ai travaillé mon cerveau peut-être un peu plus que les autres, et la réelle capacité à être dans un vrai écosystème et avoir un parcours tracé. Imaginons, ça a été que quand j'ai été professionnel et que j'ai commencé à bosser avec les politiques que j'ai capté que Normal Sup, c'était le truc, quoi. Être centralien, c'est le truc. Donc ouais, j'aurais plutôt orienté mes études vers des choses où tu sais que l'investissement en vaut le prix. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ce qui m'a fait mon éducation quelque part. Que j'ai appris la vraie vie en même temps d'apprendre toutes les théories, quoi. Je sais pas, hein, j'aurais peut-être dit à mes parents d'investir pour moi dans des cours américains, anglais pour ensuite rentrer à Harvard ou Stanford ou Yale, que d'investir dans le tennis. Mais après, le tennis, ça m'a apporté énormément. Et donc, du coup, quand j'ai eu entre 17 et 18 ans, au lieu de penser à rester en France, partir dans des belles universités, dans un autre système, quoi, que français, pour apprendre. Ça, je pense que j'aurais beaucoup aimé.
et j'aurais appris beaucoup de choses, j'aurais été dans un autre écosystème pour faire un peu référence à ce que tu disais. Je pense qu'il y a des choses que tu développes que quand t'es dans ces écosystèmes-là parce que c'est pas que t'es matrixé du cerveau, mais t'as une façon dont t'enseignes à penser d'une certaine façon qui fait que t'arrives à penser à certaines solutions que t'aurais jamais pensé dans un autre environnement, quoi. Avoir les yeux ouverts, quoi. En fait, le prochain grand flip, c'est pour quand? On est en plein dedans, hein. Là, on ouvre Saina en Afrique. Complètement. Donc on passe de Madagascar à l'Afrique complet. La levée de fonds qui arrive, avec la deuxième levée de fonds qui arrive après. Donc tout ça c'est à préparer évidemment. Surtout là ce qu'on cherche c'est prouver le modèle. Et si on arrive à prouver notre modèle, qui est du coup de faire en sorte que tout le monde travaille sous format de micro-tâches, sans avoir de lien direct avec le client et avec toute l'ingénierie que ça suppose derrière. Là je pense que le POC il sera vraiment validé au bout de 3 ans de R&D, on va dire ça comme ça. Et si on arrive à faire ça, du coup, on va se dire qu'on sera sur un énorme flip parce qu'on va avoir 500 personnes à recruter. Et donc, passer à l'échelle et pour faire la scalabilité et prouver que ça marche. Moi, pour ma part, le grand flip, c'est pas business parce que franchement, je sais que j'ai vu Saina pendant 3 ans, j'ai vu comment on a chié, j'ai vu où on va en ce moment et je suis plutôt sereine, ça va. J'ai vu pire que ça. Et avec Adam à la direction des opérations, ça va, je stresse pas trop, tu vois. Moi, le flip, il est plus perso, être bien, se sentir bien dans ma peau, retrouver un peu mon moi normal. Je pense que c'est le prochain grand flip. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Serge, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?